Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le village de Saint-Loup, tapi entre des collines aux courbes douces et des forêts anciennes au feuillage dense, semblait hors du temps. Là-bas, les jours suivaient un rythme immuable, dicté par les saisons plus que par les horloges. Les gens ne se contentaient pas de se connaître. Ils connaissaient les histoires de leurs grands-parents respectifs, les rumeurs transmises à voix basse, et jusqu'au nom des grands chênes qui bordaient les sentiers. On saluait les pierres, on parlait aux ruisseaux, et on se méfiait des silences trop longs car, ici, les secrets ne mouraient jamais vraiment. Il hibernait. Les hivers étaient durs à Saint-Loup. Le froid entrait dans les murs, rongeait les os, et les nuits semblaient ne jamais finir. La neige, lourde et persistante, couvrait les paysages comme un suaire. On restait chez soi, on économisait le bois et les mots. En revanche, les étés, lumineux mais étrangement muets, semblaient suspendus. L'air était si dense que même les oiseaux osaient à peine chanter. On murmurait que c'était à cette époque que les souvenirs ensevelis refaisaient surface, portés par le vent des soirs d'orage. C'est dans ce décor figé, entre ciel chargé et racines profondes, que vivait Éloi, un enfant d'apparence ordinaire, mais à la présence troublante. Il ne criait jamais. Il ne courait pas comme les autres garçons. Il marchait lentement, les mains derrière le dos, le regard toujours ailleurs, comme s'il écoutait quelque chose que personne n'entendait. Ses yeux, d'un vert pâle presque translucide, semblaient vieux. C'était cela qui dérangeait. Trop vieux pour ses 6 ans. Quand on le regardait, on avait parfois l'étrange impression qu'il lisait dans vos pensées, ou pire, dans vos regrets. Jean et Hélène d'Argel, ses parents adoptifs, formaient un couple estimé. Jean était un homme droit, avec une voix grave et des mains larges, comme taillées dans le bois. Il avait dirigé la scierie du village pendant 20 ans. Hélène, fine et élégante malgré les rides, s'occupait de la bibliothèque municipale. Tous deux vivaient dans une grande maison de pierre grise au bord du bois de la Faille, une demeure ancienne entourée de lierre et de souvenirs. On parlait peu de l'adoption d'Éloi. Juste ce qu'il fallait pour étancher la curiosité. Sa mère, une cousine lointaine d'Hélène, avait disparu en laissant l'enfant derrière elle. On n'en savait pas plus. Le reste n'était que bribes, silences gênés, et hypothèses que l'on n'osait pas formuler à voix haute. Il faut dire qu'au village, les gens savaient quand il valait mieux ne pas poser de questions. Ce fut un soir d'automne, alors que la pluie battait les vitres et que le feu lançait des ombres dansantes sur les murs du salon, que la phrase tomba. Une phrase simple, déposée avec la même douceur qu'un caillou dans une mare calme. Ma vraie mère est dans le puits. Le silence qui suivit fut plus glacial que la pluie dehors. Jean leva les yeux de son journal, l'air perplexe. Puis il rit. Un rire sec, nerveux, trop rapide. Hélène, elle, ne rit pas. Son visage, déjà pâle, perdit encore une nuance de couleur. Quelle drôle d'idée, mon chéri. Qui t'a dit ça ? Demanda-t-elle, la voix tremblante malgré elle. Éloi haussa doucement les épaules, sans les regarder. Il fixait les flammes. Elle me le dit, la nuit. Elle pleure. Elle veut qu'on la retrouve. Il n'y avait ni peur, ni tristesse dans sa voix. Seulement une étrange certitude, comme si ce qu'il disait n'était pas une hypothèse, mais une évidence. Jean reposa brutalement son verre sur la table. Tu as encore lu un de ces livres à la bibliothèque, hein ? Hélène, il faut que tu surveilles ce qu'il lit. Mais Hélène ne répondit pas. Elle regardait Éloi, et dans ses yeux brillaient des choses que son mari ne vit pas, de l'angoisse. De l'aricanescence. Du remords. Ce n'était pas la première fois qu'il disait ça. Mais cette fois-là, il l'avait dit avec les mots justes. Ce soir-là, Éloi monta dans sa chambre en silence. Il n'eut pas de dessert, ni de bisous sur le front. Mais à peine les volets clos, il s'assit face à la fenêtre, regarda au loin vers le jardin, et murmura doucement, comme une prière. « Je t'ai entendu, maman. Je feiste libérer. » Et dans la nuit noire, au fond du jardin, sous le vieux saule penché sur la margelle scellée du puits, une ombre frissonna. Les rumeurs commencèrent à circuler doucement, comme un brouillard d'automne qui s'insinue sous les portes closes. On ne disait rien officiellement, bien sûr. Ce n'était pas le genre du village. Mais les mots glissaient de bouche en bouche, se glissaient entre les branches lors des promenades en forêt, flottaient au-dessus des étals du marché comme une poussière invisible. On disait qu'Éloi parlait la nuit. Pas dans son sommeil,
Non, mais bel et bien éveillée. Des voisins affirmaient NT l'avoir vue, debout à la fenêtre de sa chambre, les bras ballants, les yeux perdus dans la nuit, murmurant quelque chose au vent, dans une langue trop calme pour être celle d'un enfant. La coincidencia de Benait insupportable. Et plus Éloi parlait la nuit, plus les feuilles mortes se ramassaient en tas autour du puits oublié, plus l'air semblait chargé, lourd, presque électrique. On entendait parfois, dans les nuits sans lune, comme un sanglot porté par le vent. On disait que ce n'était qu'un renard blessé. Mais certains, en se retournant dans leur lit, pensaient autre chose. Une femme pleurait. Et un enfant écoutait. Une vieille couturière, Madame Brémond, jurait qu'une fois, en rentrant tard d'un dîner chez son neveu, elle avait aperçu la silhouette du garçon, pieds nus dans l'herbe mouillée, marchant lentement vers le fond du jardin, juste devant le vieux puits scellé. Elle s'était figée, glacée d'un frisson inexplicable, et s'était détournée sans rien dire à personne. Pas même à son neveu. Il parlait à quelqu'un, j'en suis sûre, chuchota-t-elle plus tard à son amie, la boulangère. Quelqu'un, ou quelque chose. Hélène, de son côté, s'efforçait de rester digne. Elle souriait aux gens, répétait doucement que tout allait bien. Il a l'imagination vive, c'est tout. Les enfants inventent des mondes, vous savez. Mais son sourire ne touchait jamais ses yeux. Et lorsque quelqu'un prononçait les mots puits ou clair d'Elma, elle détournait le regard. Le puits, justement. Une construction ancienne, de pierre noire rongée par la mousse, dissimulée au fond du jardin derrière un rideau de ronces. Il était là depuis toujours, disaient les anciens. Déjà là bien avant que la maison n'appartienne aux d'Argel. Déjà là, même avant la guerre. On racontait qu'il avait été scellé à la chaux vive, qu'un curé l'avait béni, que des cierges avaient été allumés pendant des jours entiers. Mais personne ne disait pourquoi. Officiellement, c'était parce qu'il s'était effondré. Officieusement, les versions divergeaient. Ceux qui se souvenaient osaient à peine parler à haute voix de l'affaire Claire d'Elma. Une jeune femme douce, aux cheveux couleur de miel, qui avait toujours vécu à Saint-Loup. Timide, effacée, mais aimée. Elle élevait seule son fils, un petit garçon fragile de 2 ans, qu'elle portait partout, dans une écharpe bleue toujours nouée autour de sa taille. Puis un jour, plus rien. Plus de Claire. Plus d'écharpe bleue. Plus d'enfants. La version officielle? Une fugue. Un départ volontaire. Peut-être pour rejoindre un amant en ville. C'est ce qu'on disait. Mais personne n'avait jamais vu Claire prendre le train. Et certains disaient qu'elle n'aurait jamais laissé son fils derrière elle. Aucune enquête sérieuse n'avait été menée. À Saint-Loup, les choses se taisaient plus qu'elles ne se réglaient. Et le puits, coïncidence ou non, avait été scellé peu après sa disparition. Aujourd'hui, Éloi avait 6 ans. Et ses yeux. Ah, ses yeux. Ils n'étaient pas simplement verts. Ils avaient ce reflet presque laiteux, cette nuance pâle comme l'absinthe à la lumière d'hiver. Des yeux qu'on avait vus, jadis, sur un autre visage. Certains anciens, comme Monsieur Lemoine, l'ancien maître d'école, le dirent en confidence à leurs épouses. C'est impossible, mais c'est elle. Ce regard. Ces paupières tombantes. Ce silence. Ce vide dans les yeux. Undirate. Claire. Les années passèrent, comme des oiseaux noirs dans un ciel sans saison. Éloi grandit loin de Saint-Loup, envoyé en pension dans un établissement austère des montagnes. Là-bas, on le disait instable, refermé, habité par un monde que nul adulte ne pouvait pénétrer. Il ne criait pas, ne se rebellait pas. Mais il parlait peu. Et lorsqu'il parlait, c'était pour évoquer des rêves étranges, d'un réalisme dérangeant. Il écrivait souvent, dans de longs carnets qu'il cachait sous son matelas ou dans les coutures de ses vêtements. Je vois une femme dans l'eau. Elle ne flotte pas. Elle ne tombe pas. Elle attend. Ses cheveux dansent comme des algues. Elle ne parle pas, mais je l'entends. Elle me dit que je suis née 2 fois. Que mon nom n'est pas le mien. Elle tend les bras. Ses mains sont froides comme la pierre du puits. Les psychiatres parlaient de troubles post-traumatiques, de résidus d'une enfance marquée par la perte, par le mystère. Mais ils ne comprenaient pas. Et surtout, ils n'étaient pas là cette nuit d'automne, des années plus tôt, quand Éloi avait murmuré que sa vraie mère était dans le puits. Peut-être pour exorciser ses cauchemars, Éloi se tourna vers la psychologie. Il étudia les méandres de l'esprit, les mécanismes de la mémoire enfouie, les traumatismes transgénérationnels. Il était brillant,
mais solitaire. Toujours cet air d'être à moitié ailleurs. Ses professeurs disaient de lui qu'il ne cherchait pas à apprendre, mais à retrouver. Comme s'il fouillait dans chaque livre, chaque étude, le fil manquant de son propre passé. Il ne parlait jamais du village. Mais il rêvait toujours du puits. Il fallut un coup de téléphone pour le ramener à Saint-Loup. Hélène était morte. Un cancer fulgurant, diagnostiqué trop tard. La maladie l'avait emportée en quelques mois. Elle n'avait pas laissé de lettres, pas de message, rien. Juste un silence qui résonnait plus fort que tous les adieux. Éloi revint seul, sous une pluie froide de novembre, pour assister à l'enterrement. Le village avait peu changé. Les mêmes rues étroites. Les mêmes rideaux de dentelle aux fenêtres. Les mêmes silences lorsqu'il croisait un regard. Jean, son père adoptif, n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Le dos voûté, les mains tremblantes, les yeux perdus dans des souvenirs sans voix. Il parlait peu. Il ne mangeait presque plus. Il restait assis des heures entières devant la cheminée éteinte, comme s'il attendait une sentence. La maison familiale était restée figée dans le temps. Les meubles cirés, les tapis épais, les portraits anciens au mur. Tout y respirait le poids des choses tues. Mais au fond du jardin, le puits était toujours là, recouvert d'une dalle de pierre épaisse, scellé à la chaux, marqué de lichen et de mousse. Personne ne s'en approchait. Personne ne l'évoquait. Mais Éloi, lui, le regardait autrement. Il s'y rendit le premier soir, après l'enterrement. Pieds dans la boue, mains dans les poches. Il resta là longtemps, sous la pluie fine, à contempler la bouche muette de ce puits comme on fixe une tombe oubliée. Quelque chose en lui s'ouvrit. Pas une peur. Une reconnaissance. Il murmura, comme on parle à un souvenir. « Je suis revenu. Je suis prêt. » Et dans le silence qui suivit, il crut entendre un battement. Léger. Sous la terre. Comme un cœur. À 26 ans, Éloi prit une décision qu'il savait irréversible. Il allait restaurer la maison familiale, y habiter à plein temps, affronter chaque pièce, chaque murmure, chaque ombre. La bâtisse avait vieilli comme un corps trop silencieux. Les murs portaient les fissures du non-dit, les parquets gémissaient sous le poids des secrets. Les rideaux n'étaient plus que voiles jaunies, et dans le grenier flottait encore l'odeur du linge ancien et celle, plus tenace, d'une mémoire refoulée. Éloi ne voulait plus fuir. Ni ses rêves, ni son passé, ni ce puits. Il fit appel à une entreprise de rénovation réputée. Les ouvriers furent prévenus. Le puits au fond du jardin, inutilisé depuis des décennies, serait détruit. Trop dangereux, avait-il dit. Mais au fond de lui, il espérait. Ou craignait. Il ne savait plus très bien. Le jour venu, sous un ciel d'ardoise, les ouvriers commencèrent à démonter la margelle de pierre. La mousse resistait. La terre aussi. Puis, ils descendirent une pompe pour évacuer l'eau croupie, noire, presque huileuse. C'est à ce moment-là que l'odeur monta. Acrée. Lourde. Organique. Incontestablement celle de la mort. Un ouvrier vomit. Un autre recula, pâle comme un linge. Le contremaître, inquiet, arrêta les travaux et appela la gendarmerie. Éloi, en retrait, ne disait rien. Il regardait le puits, immobile, comme si tout cela était écrit. Comme si quelque chose, au fond de lui, avait attendu ce moment depuis toujours. Ce qu'on remonta fut méthodique et lent. Des fragments d'os. Un crâne fendu à l'arrière. Des lambeaux de vêtements rongés par l'humidité. Et au milieu de cette matière décomposée, un objet intact, un pendentif en forme de colombe, suspendu à une fine chaîne d'argent. Éloi le reconnut immédiatement. Il l'avait vu dans ses rêves. Toujours autour du cou de la femme dans l'eau. Toujours brillant, comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Les analyses confirmèrent ce que le cœur d'Éloi savait depuis l'enfance, depuis cette phrase soufflée un soir d'automne. Il s'agissait bien de Claire Delmas, sa mère biologique. Disparue 24 ans plus tôt. L'ouverture de l'enquête provoqua un séisme dans le village. Les journalistes affluèrent. Les langues se délièrent. Des rumeurs anciennes remontèrent à la surface comme des cadavres oubliés. Le passé, qu'on croyait enterré, hurla dans les ruelles de Saint-Loup. Jean d'Argel fut arrêté, épuisé, blême, vidé de toute résistance. Face à la pression, il parla.
La vérité était plus sordide qu'on l'avait imaginé, et pourtant, étrangement humaine. Claire avait été sa maîtresse, bien avant Hélène. Une histoire discrète, un amour de l'ombre. Quand elle était tombée enceinte, Jean, pris dans ses ambitions sociales, avait refusé de reconnaître l'enfant. Claire n'avait pas menacé. Elle avait simplement demandé de l'aide. Un soir, elle s'était présentée à la maison, désespérée. Il y avait eu une dispute. Un geste trop brusque. Une chute. Un coup contre la margelle. Le sang. Le silence. Paniqué, Jean avait cru qu'elle était morte. Alors, il avait basculé son corps dans le puits, refermé la pierre. Scellé l'horreur sous la terre. Puis, quelques mois plus tard, épousé Hélène, qui, par un hasard cruel, ne pouvait avoir d'enfant. Ensemble, ils avaient adopté Éloi. Sans jamais rien dire. Enterrant la vérité au cœur même de leur foyer. Le village fut stupéfait. Puis honteux. Car peu à peu, les habitants durent admettre que personne n'avait vraiment cru à la fugue de Claire. On chuchotait, à l'époque. On se posait des questions. Mais personne n'avait osé regarder le puits. Tout le monde avait préféré oublier. Jean mourut en détention préventive quelques mois plus tard. D'un arrêt cardiaque. Certains dirent que c'était la justice divine. D'autres, un simple corps trop usé par le mensonge. Éloi, désormais seul, transforma le puits. Il ne le reboucha pas. Il planta des pierres blanches tout autour. Un petit cercle de paix. De mémoire. Desaïlens apaisé. Chaque jour, il venait s'y asseoir. Pas pour prier. Pas pour se lamenter. Mais pour être là. Simplement là. Le jour de l'enterrement de Jean, une pluie fine tombait sur les pierres du cimetière. Éloi était seul. Aucune famille. Aucun discours. Juste le bruit de la terre humide sur le cercueil. Puis, alors qu'il retournait vers la maison, il la vit. Une silhouette à l'orée du jardin. Immobilisée sous les branches nues du grand chêne. Une femme. Ses traits étaient flous, presque dissous dans la lumière grise du crépuscule. Elle portait une robe pâle. Ses cheveux mouillés lui coulaient dans le dos. Son sourire était doux, ancien, inoubliable. Elle ne parlait pas. Mais elle lui tendit la main. Éloi ne bougea pas. Il ne cria pas. Ilene pleura pas. Il murmura simplement. « Je suis là, maman. Je t'ai retrouvée. » Et dans ce silence presque sacré, le vent sembla lui répondre. Quelques années plus tard, Éloi publia un livre. Un livre qu'il avait mis des mois à écrire. Et toute une vie à comprendre. Le Puig d'Usaïlens. Un titre simple. Grave. Chargé d'écho. Ce n'était pas un roman. Ni un journal intime. C'était un texte hybride, entre récits personnels, méditation sur le traumatisme et réflexion sur les silences familiaux. Il y parlait des choses qu'on enterre à force de peur, des mensonges transmis de génération en génération, de ces vérités étouffées dans le coton des convenances. Il y écrivait aussi sur l'enfance. Pas seulement la sienne. Mais l'enfance en général, celle des enfants qui voient, qui entendent, qui savent, même quand on leur répète qu'ils sont trop petits pour comprendre. Et surtout, il y parlait des morts, ceux qu'on efface, qu'on oublie trop vite, alors qu'ils ne demandent qu'une chose, qu'on dise enfin ce qui a été. Le livre était cru, poétique, implacable. Il ne cherchait ni la vengeance, ni la pitié. Seulement la lumière. Contre toute attente, l'ouvrage toucha un air profond dans le pays. Les premières critiques furent unanimes. Des librairies l'exposèrent en vitrine. Des lecteurs en pleurs écrivirent des lettres. Certains disaient avoir reconnu leur propre silence de famille, leur propre fantôme. Des journalistes en firent des chroniques, des émissions radio. On l'étudia même dans certaines facultés de psychologie. Et très vite, ce fut une phrase, gravée dès la première page, qui devint emblématique. Les morts ne dorment que lorsque les vivants cessent de mentir. Une phrase que l'on vit fleurir sur les réseaux sociaux, dans des forums de survivants, sur les murs de certaines écoles. Comme un cri discret, mais tenace, contre le silence. Éloi, de son côté, refusait les projecteurs. Il participait à quelques conférences, mais restait pudique. Ce qu'il avait vécu n'était pas un spectacle. Et ce qu'il avait écrit,
Il l'avait d'abord écrit pour Claire. Dans le jardin de la vieille maison, là où s'élevait autrefois le puits, un petit cercle de pierre blanche restait intact. Au centre, un banc de pierre, sculpté par un artisan du village. Il n'avait rien de monumental. Juste la simplicité des choses vraies. Gravée sur son dossier, une phrase unique, sans fioriture. À Claire d'Elma. Mère retrouvée. Ce lieu, à présent, attirait parfois des visiteurs discrets. Des femmes. Des enfants. Des hommes âgés. Tous venaient s'asseoir là, un moment. Pour se souvenir. Ou simplement pour ne plus oublier. Éloi vivait toujours dans la maison. Il avait refait la cuisine, repeint les murs. Mais il avait conservé le vieux parquet, les escaliers qui craquent, et le jardin tel qu'il était. Chaque matin, avant d'écrire, il allait s'asseoir un instant près du banc. Non pour parler aux morts, mais pour ne pas trahir les vivants.